introduire, d'accord? Il va D'accord. partager un petit moment son écran, comme ça il va vous introduire, ensuite on débute. On fait comme ça? Élise? Ça marche. Très bien. À toi, René. Eh bien, bonjour Élise, bienvenue. Et puis bien bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent et qui ont l'habitude de suivre ce genre de séminaire. Alors, ça tombe bien parce que hier, c'était la journée mondiale de l'optométrie. Donc, du coup, je me dis que c'est bien. Alors, c'est un jour après, mais on va accepter ça comme plutôt quelque chose de bon augure. Alors, en ce qui concerne donc notre consoeur Élise Kramer, qui est docteur en optométrie, vous la connaissez déjà puisqu'elle est déjà intervenue dans le groupe FCO. C'était l'année dernière, le 17 juin, j'ai fait des recherches, 17 juin 21, et c'était notre 26e donc, webinaire, pour un webinaire qui traitait de la sécheresse oculaire et dont le titre était La sécheresse oculaire décodée. Voilà. Alors, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on va aller, comment dire, vers sur un autre terrain. Voilà, j'en reparlerai dans un tout petit moment. Après avoir fait, bien sûr, comment dire, l'introduction, comme on dit. Alors, pour éviter d'être obséquieux, parce que c'est vrai que si on lit tout le CV, ça va prendre un peu de temps et puis ça serait obséquieux, comme on dit. Mais bon, Élise Kramer donc, est diplômée de l'école d'optométrie de l'Université de Montréal en 2012. Et ensuite, elle a fait un certain nombre donc, de formations. Vous les voyez apparaître donc, sur l'écran, donc c'était parfait. Alors, plutôt que comment dire, de faire une liste à l'après-vert, je vous laisse découvrir. Mais vous voyez que déjà, c'est un CV qui est déjà impressionnant. Les spécialistes dans plusieurs domaines, on va dire, mais bon, c'est pas trop étonnant puisque en général, les optométristes n'ont pas une seule casquette, même si après, ils se spécialisent, ça se comprend relativement facilement. Elle n'a pas tout mis d'ailleurs, parce qu'en fait, je pense qu'Élise a plusieurs cordes à son arc. On pourrait me dire plusieurs cordes à son clavier, hein, puisque c'est une pianiste émérite également. Mais bon, comment dire, elle va vous faire part de ce qui, comment dire, du travail qu'elle fait, enfin d'un sujet pour un travail qu'elle fait au quotidien. Alors, je ne sais pas dans quelle langue elle va nous faire ça, parce que particularité, particularité également d'Élise, c'est qu'elle manipule plusieurs langues, mais je crois que c'est en français, hein, c'est prévu comme ça. Aujourd'hui, ça sera en français. Si la prochaine fois vous voulez en italien, on fera comme ça. Oh, ça aurait pu être un Québécois éventuellement. Un Québécois. Non, il trêve de plaisanterie, donc en français pour aujourd'hui. Ouais. Écoutez, plutôt que de longs discours, il vaut mieux que je vous laisse la parole, voilà. Et puis, à vous de jouer, on vous écoute bien sûr avec beaucoup d'attention et on se retrouvera tout à l'heure pour les questions de nos auditeurs. Parfait. Donc, voici mes divulgations financières. Et puis, j'aimerais commencer avec l'étude, le TIFOS 12-2, qui est une des plus grandes études qui ont été faites sur les yeux secs. En fait, de cette étude, on a pu avoir une définition officielle de la sécheresse oculaire. Et ça a pris du temps parce que la sécheresse oculaire, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas, en fait, c'est pas une maladie qui est simple ni à traiter, ni à diagnostiquer, ni à définir. Donc, cette définition, je pense qu'elle est très importante. Je l'ai mise en anglais, j'ai pas trouvé en français. J'imagine que ça doit être traduit, mais j'ai pas trouvé ça. Mais bon, ce que ça dit en fait, c'est que la sécheresse oculaire, c'est une maladie multifactorielle de la superficie oculaire qui est caractérisée par une perte de homéostasis du film lacrymal et qui est accompagnée par des symptômes euh, dont le film lacrymal ou l'instabilité et l'hyperosmolarité de la superficie oculaire et l'inflammation, le dommage et les abnormalités neurosensorielles jouent des rôles fondamentaux dans l'étiologie de la maladie. Donc, c'est une maladie qui est, bon, c'est une définition quand même assez grande, assez longue, mais qui est très compréhensive
Et je pense que c'est une définition qui couvre très bien. En fait, je pense qu'une des paroles les plus importantes dans cette définition, c'est vraiment hyperosmolarité, aussi inflammation et perte d'homéostasis. Parce que ce qui va être dans les traitements, l'objectif des traitements on va commencer à utiliser pour la sécheresse oculaire, sont en fait pour redonner ce homéostasis à la superficie oculaire. Donc, j'aime beaucoup ce schéma ici qui montre comment gérer la sécheresse oculaire. Si on a un patient, par exemple, qui est asymptomatique et qui n'a pas de signes ou de symptômes, évidemment, c'est un patient normal. Mais si on a un patient qui est asymptomatique, mais qui a des signes de sécheresse oculaire. Alors là, ça peut être des signes sans symptômes et une prédisposition à la sécheresse oculaire, ou bien ça peut être une kératite neurotrophique. Et donc, il faut essayer de différencier entre les deux en faisant un test de sensibilité. Et si le patient a de la sensibilité, donc c'est pas neurotrophique, et c'est une prédisposition à l'œil sec. Si maintenant on va du côté droit, où on voit le patient symptomatique, qui n'a pas de signes, donc là on parle peut-être de douleur neuropathique qui est traitée d'une autre manière, mais si le patient est symptomatique et il a des signes, là évidemment on doit essayer de voir, de déchiffrer quelle est la cause de la sécheresse oculaire. Est-ce que c'est évaporatif? Est-ce que c'est par déficience aqueuse? Donc c'est important de savoir quelle est la cause pour pouvoir traiter, évidemment, pour remettre ou restaurer l'homéostasis de la superficie oculaire. Évidemment, si on a des signes, mais pas trop de symptômes, là, ça peut être un état préclinique. Donc, si ce patient, par exemple, a des signes, mais pas encore des symptômes, et fait, par exemple, une chirurgie de cataracte ou une chirurgie quelconque oculaire, alors là, le patient peut développer de la sécheresse oculaire. Et ça, c'est des cas où on doit traiter la sécheresse oculaire avant la chirurgie. Parce qu'on ne veut pas qu'un patient sorte d'une chirurgie, par exemple, de cataracte et disent ah, à cause de la chirurgie de cataracte, j'ai maintenant la sécheresse oculaire. Parce que les gens, ils vont dire ok, j'ai eu cette chirurgie, avant j'avais pas de problème, maintenant j'ai des problèmes. Mais la vérité, c'est qu'il y avait des problèmes avant. Il faut juste les trouver et bien sûr les traiter avant de faire une chirurgie quelconque. Et là, si on descend en bas, on voit la sécheresse oculaire, ça peut être mixte, comme j'ai dit, ça peut être par déficience aqueuse ou ça peut être évaporatif. Et là, la base, l'objectif, c'est toujours de remettre ou de restaurer l'homéostasis à la superficie oculaire. Alors là, si on regarde les deux côtés, évaporation et déficience aqueuse, on voit que peu importe la cause, il y a de l'inflammation. L'inflammation, c'est vraiment ce qui cause le cercle vicieux de la sécheresse oculaire. Donc, des fois, c'est parce qu'il y a trop d'évaporation. Donc, la personne produit une quantité assez de larmes, en fait, mais les larmes évaporent un petit peu trop rapidement ou excessivement. Et de l'autre côté, c'est un manque ou pas assez de larmes qu'ils ont produites. Dans les deux cas, ou même si c'est mixte, il y aura de l'inflammation. Donc, beaucoup des traitements qu'on fait, c'est pour enlever ou interrompre ce cycle d'inflammation et arrêter le relâche de médiateurs inflammatoires. Et c'est ça ce qui est important, parce que plus il y a d'inflammation, plus il y a hyperosmolarité, plus il y a de l'instabilité, plus encore il y a de l'inflammation, donc c'est un cercle qui continue à moins qu'on l'interrompe. Donc c'est important évidemment de savoir la cause. Est-ce que c'est par déficience aqueuse ou est-ce que c'est par évaporation ou est-ce que c'est mixte, il faut traiter les deux, mais c'est toujours avec un but de remettre l'homéostasis et d'enlever l'inflammation.
Le biofilm, donc le biofilm, c'est une accumulation de bactéries qui se retrouvent sur les paupières, dans les cils, et qui peuvent exacerber les symptômes de sécheresse oculaire, surtout dans des cas évaporatifs. Mais on trouve toujours ça, donc l'hygiène des paupières, c'est vraiment, vraiment une partie importante. Et des fois, si on regarde vraiment, on trouve aussi le Demodex. Et alors, il faut vraiment chercher pour trouver ça. Et la meilleure façon, c'est de demander aux patients de regarder vers le bas et après de regarder avec une lampe à fente et on peut vraiment voir les collarettes. Et après, tous les patients qui ont des collarettes, en fait, vous n'avez pas besoin de microscope, ni de fluorescine, ni de rien. C'est vraiment toujours la Demodex. Donc, c'est important de bien regarder. Et la première étape, c'est toujours l'éducation. Donc, il faut expliquer aux patients c'est quoi la sécheresse oculaire. Comme je viens de faire pour vous, il faut donner cette même explication aux patients. Parce que si on veut qu'ils fassent le traitement chez eux, parce que beaucoup des traitements qu'ils vont faire sont chez eux, à la maison. Par exemple, les larmes artificielles sans agent de conservation, l'hygiène des paupières, oméga 3 et les compresses d'eau chaude. Tout ça, c'est à faire chez soi. Et sans éducation, sans qu'une personne comprenne exactement pourquoi, à ce moment-là, ils vont pas nécessairement le faire. Il y a un petit peu de bruit, d'interférence, je sais pas si. Donc, ça, encore une fois, c'est une table de recommandations de traitement pour la sécheresse oculaire, encore une fois, du TFOS 12-2. Et puis, on voit tous les traitements qui sont là. Et puis, évidemment, la première étape, c'est toujours d'éducation, comme je vous ai dit. Après, on peut faire l'occlusion du punctum. On peut utiliser des stéroïdes. On peut utiliser des traitements dont je vais vous parler. Et après, il y a des traitements encore plus profonds, on va dire, comme les lentilles rigides, les lentilles sclérales, et puis les gouttes biologiques aussi. Mais on va parler surtout des lentilles sclérales aujourd'hui. C'est ça le but. Comment est-ce que les lentilles sclérales aident à, avec les problèmes de superficie oculaire, la sécheresse oculaire? Comment est-ce qu'on peut aider, prévenir, hydrater la superficie oculaire? Donc, si on regarde cette table ici, on voit toutes les indications de maladies de superficie oculaire où on peut utiliser, qui sont indiquées pour les lentilles sclérales. Donc, on voit par exemple les yeux secs, évidemment par Sjögren, ou kératine neurotrophique, acné rosacée, brûlure chimique, cicatrisation de la conjonctive, des dystrophies et dégénérations, kératite par exposition, et puis d'autres maladies qui sont très graves et qui peuvent causer beaucoup de problèmes de superficie oculaire. Évidemment, ça c'est une liste très longue, mais c'est bien de savoir en fait dans quelle situation on peut ou ça serait recommandé d'utiliser une lentille sclérale. Donc dans ces cas-là, les lentilles sclérales vont protéger et vont aider à ramener la superficie oculaire à un état normal. Donc, ça protège de quoi? De l'environnement, de la friction causée par les paupières. Mais les paupières peuvent être un ennemi à la superficie oculaire, ça dépend de la situation, de la maladie évidemment. Donc, on peut protéger la superficie oculaire des paupières de la personne et de l'environnement. Donc ça, c'est un cas, par exemple, d'une maladie oculaire. On voit quatre SPK sévères ici, c'est sûr. Quels sont les symptômes de sécheresse oculaire par déficience aqueuse? Donc inconfort, augmentation du clignement, compensation du réflexe lacrymal, augmentation de sécrétion des larmes.
Et moi, j'aime bien utiliser ce questionnaire. C'est en anglais. Je ne sais pas si c'est traduit. J'ai pas regardé. Mais en fait, c'est une série de 12 questions qu'on demande aux patients pour savoir qu'est-ce qu'ils ressentent, en fait. Parce qu'une grande partie de la sécheresse oculaire, c'est pas seulement ce qu'on voit sur la superficie oculaire, mais aussi ce que le patient ressent. Et ça nous donne en fait une idée de combien souffre le patient, combien de douleurs est-ce que le patient a, ou d'inconfort ou de problèmes. Et ça, évidemment, ça affecte la qualité de vie d'une personne. Et puis, c'est intéressant de faire ça avant et aussi après un traitement pour voir si ça fonctionne, si ça aide à réduire les symptômes. Et puis moi, j'utilise toujours le verre de lysamine. Ça va nous montrer les cellules qui sont mortes et puis endommagées sur la conjonctive surtout. Et puis ça nous montre ici, si vous regardez en bas la paupière, vous voyez cette ligne qui est sur le bord de la paupière. Ça, c'est le lid wiper epitheliopathy. Et ça nous montre en fait qu'il y a beaucoup de friction entre la paupière et la conjonctive, donc la conjonctive palpébrale et la conjonctive vulvaire. Et ça, évidemment, ça peut causer beaucoup d'inconfort. Encore une fois, lid wiper epitheliopathy, c'est quelque chose qui nous indique encore plus de sécheresse oculaire. C'est un petit peu une confirmation de ce que ressent le patient. La fluorescine aussi, c'est très utile en clinique pour nous montrer, surligner les cellules qui sont mortes et endommagées de la cornée. Et puis, il y a d'autres tests qu'on peut faire au bureau. Le test de Shaw, c'est un test, comme vous voyez en haut et à gauche, un test pour voir si le patient a ou peut-être a le Sjögren, le syndrome de Sjögren. Et puis, moi, je fais pas trop ce test, mais c'est sûr que c'est disponible et puis vous pouvez le faire en clinique. Inflammadry, comme vous voyez en bas et à gauche, c'est un test pour mesurer l'osmolarité sur la superficie oculaire. Donc, ça nous montre s'il y a de l'inflammation et hyperosmolarité sur la superficie oculaire. Les deux tests à droite sont interchangeables. C'est des tests qui nous montrent combien de larmes sont produites par la personne. Et puis après un certain montant de temps, on s'attend à retrouver une quantité de larmes. Et puis si le patient n'arrive pas à 15 mm en haut, 10 mm dans le test en bas, donc là, à ce moment-là, c'est considéré que le patient ne produit pas assez de larmes. Donc, quel est le bénéfice d'utiliser par exemple une lentille sclérale versus une lentille perméable au gaz mais cornéen? Il y a des études qui montrent qu'il y a une meilleure vision, un meilleur confort avec les lentilles sclérales. Et puis, vous voyez, ça c'est des complications qu'on peut retrouver avec des lentilles perméables au gaz cornéen, que c'est le staining à 3 et 9 heures. Et puis, c'est pas rare de retrouver ça, surtout dans des cas d'irrégularité cornéenne. Mais ça, c'est quelque chose qui est complètement, qui n'existe pas en lentille sclérale. Le réservoir lacrymal des lentilles sclérales peut protéger la cornée, comme je vous ai dit, d'insultes mécaniques et irritants externes et donc pourrait être considéré non seulement une solution de problème, mais aussi un alternatif. Donc c'est ça aussi le grand diamètre et le fait qu'on ne touche pas la cornée rend cette lentille comme un coussin pour la cornée et protège la superficie oculaire. Ça, c'est une étude qui a été faite par Levitt qui nous montre la différence entre un RGP, donc une lentille perméable au gaz, euh, qui est cornéen versus scléral. Et on voit donc que les lentilles sclérales sont plus confortables selon cette étude. Et c'est important parce qu'évidemment, le confort, c'est quelque chose dans le port de lentilles qui est extrêmement important et peut-être la chose la plus importante avant la vision, c'est le confort. Donc très intéressant. Les lentilles sclérales
donne un oasis à la superficie oculaire parce qu'il ne touche pas, comme j'ai dit, c'est une lentille à grand diamètre qui atterrit sur la sclérotique. Donc, ça ne se touche pas la cornée en général et puis ça protège la cornée. Ça hydrate et ça lubrifie la superficie oculaire. Donc, c'est comme un oasis. Donc, si on revient à cette image que je vous ai montrée avant, d'une cornée extrêmement irritée avec 4 plus SPK, et puis on voit la différence après une lentille sclérale, on voit comme est améliorée la superficie oculaire. Donc, c'est vraiment significatif et c'est vraiment comme un pansement qu'on peut donner aux patients et en plus améliorer la vision. Donc, les lentilles sclérales ont la capacité d'améliorer la santé antérieure de l'œil et réduire les symptômes chez les patients. Mais il faut aussi regarder le film lacrymal pré-lentille. Donc, si on regarde ici ce schéma, en bas, c'est la cornée. Après, on a le film lacrymal, donc le réservoir lacrymal. Après, notre lentille. Et après, il y a les larmes qui sont avant ou devant la lentille. Donc ça, c'est très important aussi. Une lentille de contact doit avoir un film pré-lacrymal, continu et uniforme. Évidemment, les larmes, c'est la première surface réfractive de la superficie oculaire. Donc, pour avoir un port confortable de la lentille et une meilleure vision, il faut aussi regarder le film pré-lacrymal. Malgré les avances dans les matériaux et les traitements de la superficie, des fois, on a des problèmes avec la mouillabilité de la lentille et de la qualité du film pré-lacrymal. C'est spécialement difficile d'obtenir pour les patients qui ont de la sécheresse oculaire euh, parce que même s'ils ont du succès avec les lentilles sclérales, disons que ça améliore la vision et puis ça les hydrate la superficie oculaire, on peut quand même avoir des dépôts mucoïdes, lipidiques ou protéiniques sur la surface de la lentille. Et ça, c'est dû à une pauvre mouillabilité de la surface de la lentille. Et puis, évidemment, il faut aussi trouver la cause de ça. Et des fois, c'est la sécheresse oculaire même. Donc, évaporation excessive. Comme je vous ai dit, la lentille sclérale, c'est un corps, un corps étrange. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et puis, et donc, ça va exacerber l'évaporation des larmes. Non? Et donc, ça mène à une sécheresse. Et puis, la sécheresse, ça peut être la cause de ça. Donc ça cause la vision floue et intermittente. Et aussi, les patients vont devoir retirer fréquemment leurs lentilles pour améliorer ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour dépanner, pour aider avec ça? Il faut absolument gérer les maladies des paupières et de la surface oculaire. Donc ça, c'est la première chose. Donc, c'est un petit peu intéressant parce qu'on utilise les lentilles sclérales pour traiter les maladies de superficie oculaire, donc la sécheresse oculaire. Mais si on ne traite pas aussi les paupières et puis on ne traite pas l'évaporation, disons qu'il y a aussi un problème évaporatif, on peut avoir des problèmes de mouillabilité. Donc bien que la lentille va aider avec les problèmes d'hydratation et lubrication, il faut aussi regarder les problèmes d'évaporation. Donc, il faut aussi regarder les soins de peau, régime de maquillage. Des fois, il y a beaucoup d'huile qui vont nuire évidemment au film pré-lacrymal. Et améliorer le régime de nettoyage. Donc, on peut utiliser des nettoyants à base d'alcool ou peroxyde. Des fois, mouiller un Q-tip ou le DMV, et puis on peut essuyer les dépôts comme ça. Ou sélectionner un matériau avec un nombre de mouillabilité inférieur qui va aider. Et puis il y a aussi des traitements comme HydroPeg. Donc je vais vous montrer la différence avant et puis après le HydroPeg. Ok, alors vous voyez comme c'est différent et comme c'est amélioré. Donc c'est sûr il y a des traitements qu'on peut faire pour ça maintenant. Évidemment, c'est une lentille qui est traitée avec le plasma, mais aussi traitée avec ce qui s'appelle Tangible HydroPeg.
Après, il y a un autre problème qui vient des fois avec la sécheresse oculaire, c'est les débris dans le réservoir lacrymal. Donc, l'étiologie, c'est vraiment des dynamiques de fluide sous une lentille sclérale qui attirent les dépôts dans le réservoir lacrymal si le dégagement limbique est excessif. Donc, c'est comme une pression négative qui va tirer tous les dépôts du film lacrymal et puis les débris et ils vont les tirer sous la lentille. Et ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'échange de larmes. Ça prend à peu près 8 heures pour changer les larmes sous une lentille sclérale. Donc, ce qui arrive au fil du temps, c'est une accumulation de débris. Et puis, encore une fois, il y a de la diminution de l'acuité visuelle. C'est de retrait répété de la lentille, c'est inconfortable. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour dépanner un problème comme ça? Encore une fois, la première chose, c'est traiter toute maladie de surface oculaire. Donc, aider avec l'inflammation, paupières, hygiène des paupières, compresse, tout ce qu'on peut faire pour améliorer. Et ça, c'est vraiment la recommandation du Scleral Lens Education Society. C'est la première chose. Si on veut avoir du succès avec les lentilles sclérales, peu importe pour quelle indication, il faut absolument traiter les maladies de surface oculaire. Modifier les courbures périphériques. Donc des fois, c'est un petit peu trop serré. Donc il faut peut-être réduire le diamètre ou il faut aussi mettre une courbure torique pour aider avec les pressions négatives. Peut-être aplatir les courbes pour minimiser l'impact sur la conjonctive. Et des fois, il y a trop c'est trop élevé et donc il y a des débris qui va en dessous. Des fois, ce que je dis à mes patients, c'est d'utiliser une larme artificielle un petit peu plus visqueuse dans le bol de la lentille avec les larmes, donc la saline sans agent de conservation, pour aider à dégager les débris et les dépôts. Euh, on peut aussi demander aux patients de prendre la saline, la solution saline et le verser dans l'œil euh, pour aider à faire un échange de larmes. Et puis, l'autre chose qu'on peut faire, c'est retirer la lentille et puis remettre la lentille pour recycler un petit peu le liquide. C'est pas idéal, évidemment, si les gens y travaillent et puis s'ils sont dans des environnements qui sont pas idéaux pour changer les lentilles. Et aussi, une insertion retrait fréquent, ça peut aussi perturber la surface oculaire et on peut avoir davantage de débris. Donc, c'est vraiment pas la solution idéale. Donc, je vais vous montrer quelques cas maintenant avant de terminer. On a une patiente de 51 ans qui vient pour une évaluation en lentille sclérale. Elle a le Sjogren, elle a le kératocone et puis elle a essayé de faire le LASIK. Elle a le flap, mais ils n'ont pas fait la chirurgie. Euh, et pour la gestion de sa sécheresse oculaire, elle a fait le cyclosporine, l'ifit et des bouchons du punctum. Elle utilise des lentilles souples, jetables, mais elle se plaint de mauvaise vision. Elle a essayé des lentilles hybrides auparavant, mais elle était inconfortable. Et puis ses lunettes actuelles, on voit, bon, c'est pas si mal en termes de vision. C'est pas un kératocone hyper avancé, euh, mais on voit quand même l'astigmatisme. Donc, on a fait des lentilles sclérales personnalisées, donc complètement freeform, euh, de 16,5 mm, fabriquées en Optimum, avec un traitement Hydrapeg. Parce qu'elle avait le syndrome de Sjogren, j'ai décidé de proactivement mettre Hydrapeg afin d'aider un petit peu avec la mouillabilité et pour avoir plus de succès. Donc j'avais 20 sur 20 de vision dans les deux yeux et on lui a demandé de nettoyer, désinfecter avec Clear Care, ce qui est à base de peroxyde. Et puis quand on l'a vu pour son examen de suivi, elle s'est plainte que la lentille ne mouillait pas bien dans l'œil droit. Elle s'est plainte de midday fogging, donc de débris sous la lentille dans l'œil gauche. Et puis on a vu que c'était un petit peu, les bords étaient un petit peu trop élevés, donc on a ajusté. On a commandé une lentille gauche avec une zone d'atterrissage un petit peu plus raide pour aider avec ça.
Et puis après, elle a été très bien, mais 9 mois plus tard, elle est revenue. Le midday fogging était résolu, mais aucune des deux lentilles ne se mouillait bien. Rappelez-vous que j'ai mis un traitement de HydroPeg sur cette lentille, donc c'est étonnant quand même. Mais ce qu'elle avait, c'est vraiment des dépôts importants sur la lentille gauche. Les lentilles qui ne mouillent pas peuvent augmenter les dépôts sur la lentille parce que si ça mouille pas bien, ça attire encore plus de dépôts. Et puis maintenant, ce qu'on a, c'est des solutions de boost pour le conditionnement des lentilles qui aident à remettre en fait le traitement HydroPeg. Donc, évidemment, c'est pas idéal de changer les lentilles tous les 9-10 mois pour un patient. On veut qu'il puisse les garder pour au moins 1 an, 2 ans. Donc, on peut, maintenant, les compagnies, ils remettent des fois le HydroPeg, mais ça, c'est une solution que je recommande mensuellement, donc une fois par mois, aux patients qui ont le HydroPeg pour aider à remettre le coussin, donc le HydroPeg sur le traitement, sur la lentille, pour aider avec la mouillabilité. Donc, deuxième cas, c'est une petite fille de 4 ans qui a été référée pour une évaluation en lentille sclérale. Donc, elle est née avec une condition qui s'appelle Manitoba Oculo-Trichio-Anal Bifid Nose. Et puis, donc, elle a un colobome en fait de la paupière. Et donc, elle a des opacités cornéennes qui sont acquises de faible densité dans les deux yeux, dues à une kératite d'exposition. Donc, la kératite d'exposition, comme je vous ai montré au début dans les indications, c'est une des indications plus importantes, je dirais, pour les lentilles sclérales, parce que c'est vraiment la seule chose qui va hydrater euh, l'œil au cours de la journée. Elle a eu beaucoup de chirurgies reconstructives, des tarsorraphies, puis elle a présenté, elle a de l'opacification, des cicatrices cornéennes et une amblyopie sévère et un semblaféron, donc elle a de la cicatrisation entre ses conjonctives palpébrales et bulbaires. Elle utilise des larmes artificielles toute la journée, évidemment. Euh, et puis, les paupières supérieures ils ont des marges comme festonnées, irréguliers. Elle a des tarsorraphies dans les deux yeux, semblaféron bilatéral, opacification de la cornée. Et puis, avec ses lunettes, elle est 20 sur 150, 20 sur 400. Ça, c'est la patiente plus jeune que j'ai en ce moment en lentille sclérale. Donc, on lui a mis en antiscléral, on a adapté, puis on voit qu'il y a un bon dégagement cornéen dans les deux yeux. On a utilisé le SMAP 3D pour la conception des lentilles, et puis on a utilisé des lentilles de 14,9 mm. Bon, euh, c'est une patiente qui est quand même jeune, avec des petits yeux, et puis cicatrisée, et puis tarsographie. Donc, on a été avec des lentilles un petit peu plus petites que la moyenne. Après, on a refait les lentilles pour aider un petit peu avec le dégagement. Et puis, on voit que la vision est légèrement améliorée. Évidemment, c'est pas une lentille dans ce cas-là pour amélioration de la vision. C'est vraiment dans ce cas pour la protection de la superficie oculaire. Et on va essayer évidemment, d'aider avec l'amblyopie, de restaurer un petit peu la vision. Donc, ils ont dû revenir plusieurs fois pour que la formation réussisse. On devait enseigner aux parents comment mettre et enlever les lentilles, évidemment. Euh, et puis, les parents sont super bons dans l'application et le retrait de la lentille. Ça, c'est moi et elle à gauche. Et puis, ça, c'est elle en Floride. Elle est de Puerto Rico, donc elle nous visite de temps en temps. Et puis voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu et puis je suis là pour répondre à des questions. Ben, merci beaucoup, Élise. C'était une belle présentation. Oui, parce qu'on a en ce moment une tempête de sable, donc la connexion était un petit peu instable de temps en temps. Je ne sais pas si René est avec nous. Je ne sais pas.
Ah, tu es là, René. Donnez-moi juste quelques minutes, j'arrive. Parfait, très bien. Alors, René, J'ai réussi à j'espère me que tu n'as pas eu de reconnecter. déconnexion. J'ai perdu une grande partie de la présentation et puis j'ai réussi à me connecter en faisant une connexion partagée avec mon iPhone, voilà, c'est-à-dire sans passer par le Wi-Fi de chez moi. Voilà. Donc Ouais, c'est un peu chaotique, on va dire aussi, hein, voilà. ouais. Mais bon, je pense avoir saisi comment Là aussi, dire. la connexion a été un peu instable. Oui, d'accord, ok. Y a-t-il des questions? On va Donc, regarder. une connexion qui était instable du fait qu'on a eu. Je peux prendre deux, trois questions si vous en avez. Oui, bien sûr, il y a toujours des questions. Je pense, René, tu peux commencer à. Oui, il y a plein de choses, il y aurait plein de choses à dire, mais bon, on va essayer de voir arriver les questions par nos participants, si toutefois ils ont réussi à nous connecter. Bah, tout d'abord, merci également pour cette présentation. Et puis bon, d'abord, j'ai bien aimé le titre, moi, parce que c'est vrai que c'est un titre, comment dire, cette métaphore, voilà. Hein. J'ai vu dans les échanges qu'il y avait un peu d'hésitation pour trouver le titre, mais effectivement, j'aime bien ce terme d'Oasis pour pouvoir donc, comment dire, traiter les cas de problématiques oculaires et notamment de sécheresse extrême, tel que vous l'avez montré avec le syndrome donc de la petite fille, qui est un peu du même acabit, du même titre que ce qu'on trouve dans les syndromes de Lyell ou Steven Johnson, puis d'autres également, quoi. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. Euh, une question, parce que moi je ne suis pas habitué à ce traitement boost, autant le traitement Hydrapeg est connu, utilisé par tout le monde. Je ne sais pas s'il est disponible en Europe ou en Afrique du Nord, mais moi je me pose la question, comment avec un produit comme ça, qui semble être une sorte de liquide, peut-on restaurer finalement le travail qui a été fait par un bombardement ionique ou plasma? Bon, c'est très intéressant comme question. En fait, ça va pas restaurer complètement le hydropeg. Donc, ça n'a aucun rapport avec le plasma. Les lentilles sont déjà traitées au plasma. Mais le hydropeg, ça, c'est constitué de deux parties. Donc, il y a, on va dire, le coussin, qui est le hydropeg, et par-dessus, il y a comme la thé d'oreiller. Ok, donc le coussin, c'est vraiment la partie qui est faite dans le laboratoire, dans le laboratoire où est manufacturée la lentille. Après, la thé d'oreiller est mise par-dessus. Mais au cours du temps, surtout avec beaucoup de friction de la paupière, la thé de l'oreiller peut s'enlever. Le boost, ça remet la thé d'oreiller, mais ça va pas remettre tout le coussin. Donc si tout le coussin est endommagé, là il faut renvoyer les lentilles au laboratoire pour le remettre. Mais si c'est juste la thé d'oreiller, alors là, on peut utiliser le boost. Moi, chaque fois que je prescris une lentille avec Hydrapeg, je vais donner le boost comme prophylactiquement à mes patients pour qu'ils l'utilisent une fois par mois afin de restaurer un petit peu la thé d'oreiller dont je vous parlais. Ok, d'accord, oui, c'est une belle analogie également, métaphore et analogie, mais sont très utiles pour comprendre. Et je partage votre point de vue qui est effectivement, comme dit un proverbe français, il vaut mieux donc prévenir que guérir. Donc, il vaut mieux effectivement instaurer un traitement comme on l'a fait à une époque pour la déprotéinisation. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va voir sur nos auditeurs. René? Vous êtes en ligne? Ça coupe encore? J'ai des soucis de connexion. Désolé. Non, pas de problème. S'il y a des questions, je vais écrire mon email ici. Est-ce que vous. Je Alors, vais moi,
Moi, je veux bien poser une autre question également, si, voilà, si vous avez quelques secondes, quelques minutes, on va Oui, dire. Voilà. Et si je peux personne, prendre donc, une dernière. et si personne donc, ne veut prendre la parole, euh, vous avez parlé donc bien sûr de l'évaluation donc des larmes au plan quantitatif et qualitatif. Voilà. Alors moi je suis toujours interloqué par le fait qu'on voit bon, des tests très modernes, voilà, maintenant avec notamment la mesure de l'osmolarité, ça c'est parfait. Mais ce qui m'interloque, c'est de voir que on parle encore de fil rouge phénolé, donc qui est une version, on va dire, plus souple, plus soft du Schirmer, qu'on a vu également dans la présentation. Et bon, pour les gens qui me connaissent, et je me suis déjà exprimé là-dessus, c'est vrai que j'ai du mal à admettre qu'en 2022, on parle encore de Non, Schirmer, parce que je, même si on fait un la Schirmer vérité, 2 je fais avec ni l'un anesthésie, ni l'autre. enfin, pour moi, c'est pas quelque chose qui est probant. On a des tests non invasifs qui permettent donc de voir très facilement quantité et qualité lacrymale. Je n'ai pas dit que vous le faisiez, hein, mais ça m'interloque toujours. Donc, c'est une. Voilà. Non, vous avez absolument raison. C'est quelque chose qui est pas très répandu, on va dire, aujourd'hui. C'était en fait juste pour montrer tous les tests qui peuvent se faire. Mais moi, vraiment, c'est quand je veux diagnostiquer l'œil sec, si c'est évaporatif, je fais la mybographie. Et puis, si j'ai des doutes sur la quantité de larmes, j'utilisais le verre de lysamine et puis les questionnaires. Et entre ces trois tests-là, et évidemment, je vous ai parlé aussi, du inflammadrage. Je l'ai juste à côté de moi. Donc, c'est comme un test de grossesse un petit peu qui se fait et qui montre il y a de l'hyperosmolarité ou non. Et puis, moi, je le fais pas trop parce que si la personne a des symptômes et des signes, je sais que c'est déjà, il y a de l'hyperosmolarité. Donc, ça me donne pas beaucoup d'informations supplémentaires, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Donc, bon, c'est un test qui existe. Mais j'ai montré ces tests-là, le Shermer et l'autre, le rouge, juste pour montrer, mais en fait, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent. Ou du D'accord, nous sommes d'accord au plan clinique. C'est vrai que ça paraît un petit peu démodé, un petit peu désuet. un Voilà. petit peu, ouais, absolument. Si Donc, presque. merci beaucoup. Je vais vous laisser. J'ai un patient qui est là, en fait. Mais s'il y a des questions, j'ai laissé mon courriel, mon email. Donc, vous pouvez m'envoyer des messages. Et puis, j'espère qu'on pourra organiser un autre webinaire bientôt. Mhm. Merci beaucoup. Merci Merci, Elie. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Bonne Au revoir. journée. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Au revoir. Merci, René. Non, mais je t'en prie, ça a Bien. coupé. Et Oui, oui, après, ce qu'on il y a a pu plein. avec la technique du beurre, comme on dit. On a un problème de tempête de sable en ce moment, donc la connexion est très instable. C'est pas qu'en ce moment, parce que on vit avec vos sables du désert, Oui, chers amis du Maghreb, hein. On a eu il y a une dizaine de jours, vraiment, voilà, on était couverts de sable. On avait un petit coucou du vent de l'Afrique du Nord. Voilà. on vous a envoyé un peu de sable, comme ça, vous n'êtes pas venu depuis longtemps avec ce Mais corona. j'ai vu que sur certaines photos qui traînent donc sur Internet, que Oran était tout rouge, orangé, comme ça s'est produit il y a une année à peu près. Exactement. Voilà. Oh, parfait. Merci beaucoup et au prochain webinaire. Au revoir. D'ici là, au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt.